Tiens, quel est le plus beau compliment qu'on puisse faire à ce cosplayer? Ah bah c'est lui dire que son costume lui va comme un gant. Apparemment je suis interdit d'écouter Rire et Chanson et l'humour se désolidarise de ma personne. Bon. J'ai quand même envie de dire chapeau à ce cosplayer ou cette cosplayeuse déguisée en gants de l'infini. Je trouve que c'est quand même beaucoup de travail pour pouvoir rentrer à deux en convention et payer qu'une seule place. En attendant qu'ils viennent pas se plaindre s'ils se prennent une olive de Thanos. Habillés comme ça, ils l'auront cherché. Bon allez, c'est fini les conneries, place aux infos du mercredi puisque tout de suite c'est les news de la semaine. Vampirisé. Bon, en ce moment, là où on entend le plus parler de Stan Lee, ce sont sur des sites de tabloïds qui ont autant d'éthique que ce qu'Homer Simpson a d'abdos. Et si je vous avais sorti cette news la semaine dernière, vous auriez cru au poisson d'avril. Il existe à Las Vegas un espèce de musée du MCU qui s'appelle Avengers Station et ils ont forcément une boutique à coller et on peut y trouver des comics signés par Stan Lee, ou plutôt, je cite, tamponnés de la signature de Stan Lee en utilisant une encre à solvant à base de l'ADN de Stan Lee. 250 boules la signature en bleu et 500 boules la signature en doré. Même si apparemment les prix c'est un petit peu à la tête du client, comme le montre ce ticket de caisse. Et quand on veut en savoir plus, on trouve un post sur un forum laissé par apparemment quelqu'un qui travaille à la boutique et qui explique un petit peu donc le procédé derrière tout ça, qui dit que suite à la dernière tuerie de Las Vegas, eh bien les gens ont eu une espèce d'élan de solidarité, ont voulu donner leur sang pour les victimes. Et ça a donné une idée à l'entreprise Hands of Respect avec qui Stan Lee avait des liens, mais plus maintenant parce que comme on dit sur YouTube, ça a mal tourné. Eh bien ils ont eu l'idée d'aller prélever du sang de Stan Lee. Alors ils expliquent tout ça, ils disent que ça s'est fait sous la supervision du docteur Ram Dandilaya qui est sur Beverly Hills et ça a été remis aux chimistes de l'entreprise Clear Snap qui en ont fait de l'encre. L'encre qui a fini sur les comics, 250, 500 boules, vous avez compris le truc. Donc on se sert d'un élan de générosité pour justifier un acte purement cupide, purement mercantile et ça choque pas plus que ça. C'est comme si Marc Dutroux te disait qu'il avait été subjugué par l'amour d'un couple d'amis pour ses enfants et que du coup tout naturellement il s'était mis à en violer et à en tuer certains. Déjà si ça avait été légal ça puait cette affaire, sauf que là on vient d'apprendre évidemment que le sang de Stan Lee aurait été volé au vieil homme en utilisant une fausse prescription d'une prise de sang. Alors on a beau avoir eu des nouvelles par Todd McFarlane qui a fait un long post sur Instagram, qui a rendu une visite d'1 heure et qui disent qu'ils ont parlé de tout de rien avec Stan Lee et qu'il allait plutôt bien. Il y a le reporter donc Rich Johnson qui a réussi à joindre au téléphone la fille de Stan Lee qui a dit que oui, non, tout allait bien, à part le manque d'intimité, que personne ne cherchait à éloigner Stan Lee de sa famille, de ses proches, qu'elle se souvenait vaguement que le sujet éventuel de signature avec du sang avait été abordé par Hands of Respect, mais qu'elle comprend pas comment sa signature s'est retrouvée sur le certificat qui est vendu avec les comics, vendu cher. Alors tout ça c'est déjà bien triste, mais vous voulez savoir le pire selon moi, le plus triste, c'est les vidéos qui ont émergé de la Silicon Valley Comic Con, où Stan Lee faisait son grand retour en convention de comics et où on le voit signer en rafale donc à la chaîne là, des produits qu'on lui tend sur une table, qu'on lui fait glisser avec plein de gens de l'organisation autour qui est là, un qui lui arrache le stylo argenté des mains pour lui filer le stylo doré suivant le support. Où est le respect des fans dans tout ça? Où est le respect de l'entourage de Stan Lee qui le pousse à faire ça, de l'organisation de la Comic Con qui tolère et qui encourage? C'est quoi, tu es content d'avoir la signature d'un légume tout silencieux comme ça? Ou alors c'est vraiment qu'un groupe de fans en colère qui n'ont pas encore supporté la mort de Gwen Stacy en 1973, mais faut m'expliquer, moi je sais pas. Pour moi c'est ça, la vraie vampirisation d'un vieillard de 95 ans, milliardaire, qu'il faudrait mieux faire arrêter et laisser se reposer, même si j'ai bien peur que tout cela ne s'arrête que lorsqu'il sera aux portes de son repos éternel. Peter Parker. Tiens, on va un petit peu détendre l'atmosphère, mais non pas sans transition, puisque je vous parle à l'instant d'un vieillard qui se fait marcher dessus par une industrie qu'il a largement contribué à développer. Mais sachez que vous aussi, vous pouvez marcher, non pas sur Stan Lee, évitez, il en a déjà assez, mais sur des comics, avec ce Parker qui est disponible en exclusivité sur un site britannique, un Parker tout en comics à assembler soi-même. Alors c'est propre, avec une couche de vernis en surface qui donne un petit aspect vitrifié. Valérie Damido elle serait en mode extase, mais sauf que moi je trouve que les designs utilisés ne sont pas forcément très jolis. Ils auraient pu la jouer un petit peu plus minimaliste en mettant des études de personnages, des croquis, des trucs voilà, un petit peu plus classe. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous mettriez ça chez vous, dans votre bureau, dans votre cuisine, pas dans la salle de bain parce que ça gonfle.
C2E2. Cette semaine, c'était la C2E2, donc la plus grosse convention comics de Chicago, qui en plus accueille en son sein le sommet de Diamond Comics, donc le principal distributeur de comics aux États-Unis. Donc on a eu un mix de news un petit peu plus orienté business et un mix de news orienté comics, donc de la part de Marvel, DC et des autres éditeurs, même s'ils sont minoritaires. Et si je vous dis qu'on a vu Bendis jeter un caleçon dans la foule, en mode Brian Madonna Bendis. Alors rassurez-vous, il n'a pas montré son tout petit chauve, non, c'était un caleçon promotionnel, toujours le même, celui de Superman qui revient dans l'Action Comics numéro 1000, donc c'était pour promouvoir l'objet, mais DC n'a pas fait que lancer des caleçons, puisqu'ils ont lancé pas mal de news. On a une nouvelle série de Catwoman par Joel Jones au scénar et au dessin, le nouvel éditeur en chef de toute la ligne Batman, donc chez DC, Jamie Rich, a déclaré que Jason Fabok était actuellement en train de dessiner des pages sur l'histoire des fameux 3 Jokers qu'on utilise depuis longtemps, mais genre longtemps, peut-être trop longtemps même, ils ne doivent pas connaître le syndrome des couilles bleues chez DC, et donc c'est écrit par Geoff Johns, et donc on l'a vu distiller petit à petit dans le Rebirth. On a fortement sous-entendu que ce qu'on appelle désormais le Murphyverse, donc l'univers de Batman créé par Sean Gordon Murphy avec Batman White Knight serait, en gros, on aurait une suite qui serait sûrement annoncée à la New York Comic Con. Sinon chez DC, la chatte a bouffé la chauve-souris. Faut surtout pas se mélanger les pinceaux quand on prononce cette phrase. Mais oui, n'oublions pas que Selina Kyle est avant tout une voleuse, une Cahuzac, et qu'elle a réussi enfin à voler le plus précieux de tous les bijoux, j'ai nommé le cœur de Bruce Wayne. Et donc en plus, du Action Comics numéro 1000, le gros event à venir chez DC Comics, c'est le fameux mariage entre Selina Kyle et Bruce Wayne, ce qu'on a surnommé le Bat Wedding, et donc DC a distribué des checklists sous forme d'invitation de mariage à laquelle il faut soi-disant répondre à Alfred le plus rapidement possible, et on connaît 2 personnages, donc le Joker et Edward Nygma, qui attendent l'invitation avec impatience si on en croit ses couvertures. Et chez Marvel, on a aussi lancé quelques news, donc majoritairement axées sur le nouveau Fresh Start, donc cette espèce de reboot par reboot. On nous promet, on nous fait miroiter encore plus de numéro 1 à venir sur des nouvelles séries, il y en a déjà pas mal. Vous vous souvenez de cette cover que je vous ai montré la semaine dernière, celle du retour des 4 Fantastiques? Et bien regardez celle qui a été montrée cette semaine au sommet de Diamond Comics avec les libraires. On peut voir la silhouette des enfants du couple emblématique des 4 Fantastiques, donc Valeria et Franklin Richard, et ils ont enfin grandi. D'un coup, certes, parce que ça fait presque 50 ans pour le grand et 20 ans pour la petite qui sont bloqués dans l'enfance. Tu m'étonnes que ce soit des génies les gamins, à bout d'un moment quand tu refais 10 fois le programme de 3e, oui tu l'as ton brevet. Ouais. Et la Maison des Idées, elle compte bien se servir de son site marvel.com pour améliorer la proximité avec ses fans, qu'ils soient hardcore ou pas forcément, puisqu'ils annoncent notamment le relaunch des émissions qui étaient déjà populaires, donc telles que This Week in Marvel ou encore le Women of Marvel, et aussi la création de nouveaux formats comme Earth Mightiest Heroes, qui viendra à la rencontre du royaume des fans de Marvel et de l'univers geek en général. Marvel's Voice, qui sera une série d'interviews élargies on parle évidemment de Marvel et puis on élargit sur la culture geek en général. Et enfin, le Marvel Eat the Universe, qui est comme un genre de recette pompette sans Monsieur Poulpe et évidemment sans l'alcool et avec plein de Marvel partout. Sinon, au niveau business, Marvel prévoit bien une double numérotation de ces volumes reliés. Alors ils disent que ça va simplifier tout le truc, mais comme ils expliquent pas vraiment comment ça va se faire, j'ai bien peur que ça complexifie plus qu'autre chose. On verra bien. Millardise. Et cette semaine, Mark Millar, c'est un petit peu le 50 Cent du comic game, puisqu'il est revenu donc sur son deal avec Netflix en mode Get Rich or Die Trying, et qu'il a également clashé un petit peu. Il y a eu du clash, donc ça c'est The Massacre. Il a clarifié les choses et il a dit que Netflix n'allait pas se lancer dans l'édition des comics qu'ils adapteraient à l'écran, qu'il écrira pour lui, donc ça veut tout dire, ça veut dire que probablement Image reste l'éditeur principal du Netflix Millarworld verse. C'est bien compliqué cette affaire. Et avant le clash, il était avec Brian Bendis à la C2E2, ils ont fait un panel en commun, ils ont déclaré tous les deux que l'industrie du comics s'apprêtait à connaître très certainement un nouveau boom. Nostradamus le type. Je sais pas les boules de qui il a touché, mais ils se sont justifiés, ils ont dit que c'était à cause des nombreux nouveaux talents qui se hissaient au sommet de Marvel en ce moment. Il a parlé évidemment de Kelly Thompson, de Matthew Rosenberg, de Donny Cates, baby. Et ils ont aussi dit que c'était à cause du travail accompli chez DC, et chez les autres éditeurs en indépendant. Et puis c'est le drame, il y a eu cette interview au site Entertainment Weekly où il revient sur son univers alternatif qu'il a créé chez Marvel qui s'appelle Ultimates, et il explique pourquoi
alors qu'il voulait toujours faire une série nommée Avengers, il n'a pas pu et il a dû du coup appeler sa série The Ultimates. Je cite, hein, ces personnages étaient morts et aucun studio n'en voulait. Marvel, pensait que la franchise était tellement morte que j'ai dû appeler ça Ultimates à la place. Sauf que pendant que Mark Millar écrivait son Ultimates en 2001, il y avait Kurt Busiek qui lui écrivait la série régulière des Vengeurs, qui a lu ce commentaire, qu'il a évidemment mal pris et qui en a profité pour donner sa version des faits. Selon lui, il a menacé les éditeurs de quitter Marvel et si quelqu'un d'autre débarquait et écrivait un nouveau Avengers, puisque forcément il mettrait en avant que c'est la nouveauté un petit peu à la mode et que ça les obligerait d'une manière ou d'une autre à discréditer l'ancienne série, la sienne. Il rappelle que le titre se vendait très bien à l'époque et il dit que si Mark Millar a dû appeler son Avengers Ultimate, c'est pas parce que la franchise était complètement morte, mais bien parce que c'est lui-même Kurt Busiek qui s'y est opposé. Alors il conclut avec un petit conseil pratique qui peut servir dans la vie en disant qu'il n'y a pas besoin de chier sur un titre pour en promouvoir un autre, et il dit aussi qu'il aime bien Mark Millar malgré tout. C'est mignon. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir donc dans les commentaires de YouTube. Je vous réponds sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est là que vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Vous pouvez aussi me dire ce que vous lisez. Et moi en ce moment, je suis sur Redneck, je viens de le finir. Donc Redneck, c'est par Donny Cates, par Lisandro Asterin, c'est chez Image Comics aux States, c'est chez Delcourt en France. Donny Cates, les amis, c'est la star montante du comics game, hein, donc c'est un Shambhala, c'est un manège de Port-Aventura, celui que tu veux, celui où tu es attaché par-dessus, là, le rouge, le Dragon Khan, je crois, voilà. Tu crois que tu vas à gauche, paf, tu vas à droite, tu as le Couquevrier, Torticolis, Général Zod. Donc une super histoire de famille enrobée de pas mal de vampires, et pourtant j'ai horreur des vampires. J'ai fait la petite review hein, sur les réseaux sociaux si jamais vous voulez aller la voir. Je vous souhaite une excellente journée, je souhaite un excellent week-end à tous les Parisiens qui pourront se déplacer à aller voir Jim Lee en dédicace à Album Comics. Et moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Oui. Ah bah apparemment c'est bon, je peux revenir sur Rire et Chanson. Ah non, sur Chanson juste. Tant pis. Tout ça pour une blague sur un cosplay, c'est affligeant, genre.